Est-ce que vous avez déjà demandé comment améliorer votre spectacle? Comment rendre votre spectacle plus impactant? Comment améliorer vos tours? Est-ce qu'il fait la différence entre un bon magicien et quelqu'un dont on se souvient? Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ophélie Dubois, qui est professeure de théâtre et comédienne, et qui va nous expliquer les coulisses du spectacle vivant et du théâtre. Elle va nous raconter son parcours et nous dire comment réellement le théâtre peut impacter notre magie. Pour une fois, on a préféré laisser la discussion telle qu'elle, en entier. Dites-nous en commentaire si ça vous convient ou si vous préférez plutôt 2 épisodes. Bonjour Ophélie. Bonjour Thibaut. Alors, comme je t'ai présenté, tu es professeur de théâtre, tu es Oui. comédienne. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter et commencer peut-être par nous dire, selon toi, comment le théâtre pourrait aider les magiciens qui nous regardent? Alors, comme tu l'as dit, Oui. je suis professeure de théâtre depuis maintenant quelques années. Ouais. Et je suis comédienne aussi. J'ai, voilà, ça fait j'ai au moins 20 ans d'expérience Ok. là-dedans. T'as fait quoi? Voilà. T'as fait le conservatoire, Oui, moi je sors du conservatoire d'Amiens, un rayonnement régional, par lequel je suis passée. J'ai eu vraiment de très bons professeurs qui eux-mêmes avaient des compagnies de théâtre, enfin qui étaient eux-mêmes artistes et comédiens. Et j'ai aussi fait la fac d'art d'Amiens. D'ailleurs, pour l'anecdote, avant le théâtre, c'était plutôt de l'art plastique. Ok. Et puis, en fin de compte, je suis Donc, revenue à mes... artiste pluridisciplinaire. Oui, mais je suis revenue à mes premières amours. Alors, j'aime tout autant dessiner, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais ça, c'est plutôt ma passion. Mhm. C'est une autre histoire. Par contre, Pour un second effectivement... podcast. on verra. En tout cas, voilà, le théâtre, c'était vraiment quelque chose depuis, je sais pas moi, que j'ai 3 ans. Ok. Voilà. Et c'est vrai que c'était tout naturellement. Je pense qu'à un moment donné, je suis repassée à ça. Et donc, je suis allée à la faculté d'Amiens, une faculté très bien, des professeurs artistes également. Là-bas, j'ai pu rencontrer un artiste, notamment un professeur qui était le traducteur officiel d'Édouard Bond, donc qui est un auteur contemporain qui a écrit notamment les pièces de guerre. Voilà. Ok. Et donc Jérôme Hankins est son traducteur principal, et j'aimais énormément ce professeur. C'est lui qui m'a, j'ai envie de dire, poussé à vraiment en faire mon métier par rapport à des retours, des petites choses. Enfin voilà. Et donc, tu es devenu professeur de théâtre à partir de ça? Et En à tout partir cas, de ça a là. été, oui, ça a été un peu un déclic pédagogiquement en tout cas, de pouvoir transmettre à la fois une passion et de m'y consacrer aussi Pleinement? toute ma vie, voilà, Ouais. pleinement. Et alors, du coup, comment est-ce que tu penses que le théâtre peut impacter, là on parle évidemment de magie sur cette chaîne-là, comment est-ce que tu penses que cet art peut aider les magiciens à progresser justement dans leur spectacle, dans leur mise en scène, dans leur interprétation? Est-ce que je peux éventuellement dire un petit peu que... alors, à la base, moi, la magie, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée Ouais. très tôt également. C'est aussi pour ça qu'on te reçoit, c'est que Ok. en plus d'être professeur de théâtre, t'es passionné aussi de magie, oui. Voilà, alors... Enfin, passionné en tout cas. En tout cas, une petite passionnée. Juste, je fais un break, un bref petit comeback, retour en arrière. C'est vrai que, voilà, je disais tout à l'heure, depuis que je suis haute comme 3 pommes, j'aime vraiment me mettre en scène. Comment dire? Alors, je suis quelqu'un de réservé. Quand je dis me mettre en scène, ça restait dans le domaine familial avec mes sœurs. On faisait des petites pièces de théâtre à ma mère, des fois à ma grand-mère. Enfin, voilà, on était quand même assez réservés, enfin, moi en tout cas. Et en fait, la magie, déjà, d'une part, elle est venue à moi parce qu'un jour, ma grand-mère, alors je sais plus quel âge j'avais, peut-être 7-8 ans, elle m'offre une petite mallette de magie. Donc, des choses très classiques, un tour avec un foulard, les 3 anneaux. Moi, ce que j'adorais, c'était surtout le déguisement. Donc, tu vois, le théâtre. C'était vraiment tout cet atour. En plus, ma grand-mère, qui est née en 1928, avait un chapeau de son père, un chapeau claque, un vrai chapeau claque. Enfin, je sais pas si Oui, tu vois ce que c'est. Oh là là, c'était trop bien. Donc voilà, ma petite cape, habillée en noir, enfin vraiment le truc
Aujourd'hui, on fait plus ça, je le sais. Mais voilà, moi j'étais gamine, j'avais 7 ans, donc sortir un lapin en peluche du chapeau, c'était vraiment Donc la génial. magie était déjà là. Oui, et en fait, du coup, elle était là parce qu'elle était aussi théâtralisée. Tu vois, il y avait vraiment deux choses, mais pour moi, c'était deux paires. Et c'est vrai qu'après, c'est quelque chose qui a été vraiment mis de côté, puisque du coup, comme j'ai dit en préambule, j'ai toujours aussi beaucoup dessiné. Et puis parfois, enfin, voilà, parfois dans les familles, tout de suite on va désigner, elle est comme ci, lui il est comme ça. Bon, moi on avait décrété que je serais la dessinatrice de la famille, donc le théâtre, c'était pas, voilà, on a un petit peu oublié. Et puis finalement, je suis revenue donc à mes premiers amours beaucoup plus tard, quand je suis arrivée à la fac d'Amiens, où j'ai bifurqué de parcours. Du coup, j'ai atterri grâce à un ami qui m'a donné envie de faire le conservatoire au théâtre. Et c'est vrai que du coup, là, la magie, pour le coup, a été un petit peu comme le Relégué au second dessin. plan, Voilà. oui. En fait, c'est resté quelque chose qui appartenait au domaine du loisir. Mais c'est vrai que j'y revenais quand même régulièrement parce que j'ai une petite carrière de 7-8 ans dans le monde de l'animation. Et du coup, je proposais parfois des grands jeux où, moi, j'interprétais une magicienne. Donc, alors, je vais dire un truc tout bête. Hein. Par exemple, j'adore Léa Kyle qui fait du quick change. Franchement, j'admire son travail. Bravo à elle. Et en fait, j'ai toujours adoré ça. C'est vraiment... moi, je trouve ça bluffant. Et pour la petite anecdote, j'avais fait aussi un petit peu de quick change. Alors, version très, très soft. Hein. C'était derrière un grand paravent. J'avais mis 3 robes sur moi. Mais les enfants étaient très contents. Et voilà, dans tous les cas, pour revenir à la question, on était toujours dans quelque chose de théâtralisé, finalement. Et je crois qu'en fin de compte, pour moi, ça va de pair. Et donc, comment ça peut aider les magiciens, le théâtre, à ton avis? Eh bien, je pense que ça leur donne une dimension plus profonde. C'est-à-dire que je trouve dommage qu'on... Après, voilà, je veux blesser personne, c'est que mon point de vue. Ça engage que toi, il n'y a pas de... Mais je trouve dommage qu'un numéro, par exemple, qui est alors j'ai bien compris, hein, quelque chose de très court, qui n'est pas un spectacle au moins d'1 heure. Enfin, rappelle-moi un petit peu, hein, mais je crois que c'est ça. Donc, qu'un petit numéro qui pourrait vraiment être plus profond. Je vais prendre un exemple tout bête. On va dire... Il y a beaucoup de magiciens qui font des tours de cartes. Voilà. J'admire d'ailleurs les tours de cartes. J'aimerais vraiment, ne serait-ce que savoir mélanger les cartes. Ça, ce serait chouette. Bon, un tour de cartes, vraiment bien. Même s'il est bien présenté, je pense qu'intrinsèquement, si le magicien qui présente ce tour n'y raconte pas une véritable histoire, s'il n'y a pas derrière la volonté aussi de créer un personnage, de raconter quelque chose, on a un tour qui est visuel, certes, mais on est quand même sur un tour qui est court. Donc du coup, je me dis qu'il est sûrement très important de théâtraliser même ce tout petit tour pour donner envie qu'on ait encore envie de voir ce tour. Et même si on sait que ce sera forcément toujours la bonne carte qui apparaîtra ou toujours... le même petit... je pense que les paillettes dans les yeux, on les a parce que le magicien aura réussi aussi à nous raconter une histoire et à faire... Tu veux dire que c'est ce qui enrobe le tour de magie Oui, qui je est pour pense toi que... important. Oui, je pense que c'est ça. Mais en vrai, je pense que c'est important que le magicien soit aussi un acteur quelque part. Je pense qu'ils ne le sont pas tous. Enfin, je ne sais pas. Justement, il y a Robert Houdin qui disait dans un de ses livres, un magicien, c'est avant tout un acteur qui joue le rôle d'un magicien. Oui, très toi, intéressant. T'en penses quoi de ça? Tu le rejoins sur ça ou en partie ou pas du tout? Si, je le rejoins carrément. Je le rejoins carrément parce que, à titre d'exemple, je jouais la magicienne quand j'étais une magicienne. C'est vrai. et sur scène, je crois qu'avant toute chose, que ce soit la magie ou tout autre, ce qui me transcende quand je joue, c'est cette possibilité de faire plusieurs choses. Et donc un magicien qui pourrait amener, ou qui aurait un jeu d'acteur vraiment très propre, ça lui permet d'avoir une palette de couleurs immense, j'imagine.
C'est vrai. Et il y a en plus énormément de liens avec la magie et le théâtre, enfin, de liens entre la magie et le théâtre. Et j'en vois un notamment, je pense que c'est intéressant un peu d'en discuter, c'est tout ce qui est suspension du refus de croire. C'est-à-dire qu'en Mhm. théâtre, les gens savent qu'ils payent leur place pour aller voir quelque chose de faux, enfin de simuler, de jouer. Ils payent leur place pour ça. En magie, il y a aussi ça, c'est-à-dire que, et c'est comme le cinéma aussi, le cinéma, on Mhm. paye sa place, on sait que ce qui est à l'écran, c'est Oui. pas la vérité, c'est des acteurs, etc. Et en magie, il y a ce côté, mais légèrement différent, c'est-à-dire que on sait que pour le coup c'est vrai, enfin, ce qu'on voit c'est vrai, parce qu'il n'y a pas d'écran, c'est de la vérité, enfin, c'est quelque chose de vécu. Par contre, il y a quand même ce côté, allez, on va se laisser embarquer pour l'espace de 2-3 minutes, on va lâcher les brides de l'esprit critique et on va se dire, ok, oui, on va rentrer dans un monde illogique et voilà quoi, c'est ok. Je trouve que c'est assez intéressant de faire le parallèle entre les deux mondes, théâtre et magie, sur ce point-là. Mais qu'est-ce que toi, concrètement, tu penses qui manque aux magiciens, en général, pour passer d'un numéro, on va dire, classique, sans jugement de valeur, Mhm. Tout à à un fait. numéro peut-être bon? Et qu'est-ce qu'on pourrait définir comme un numéro bon ou un spectacle bon? Qu'est-ce qui, pour toi, fait la différence entre quelque chose, oui, un spectacle d'un magicien qui va être bien, mais avec un spectacle dont on se souvient vraiment et on est ému et on se dit waouh, il s'est passé un truc. Alors, je pense qu'on peut pas parler vraiment de... Enfin, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, de spectacle bon Évidemment, ou un peu moins bon. Non, je c'est pense pas du tout, parce subjectif que à chaque déjà, fois. voilà, voilà. Parce que déjà, rien que le fait d'oser... Faire Enfin, un spectacle et présenter ce qu'on fait. bah oui, parce que c'est quand même assez dur, et ne serait-ce que pour la magie. Enfin, moi, j'adorerais savoir faire des tours de magie. Et j'avais un cousin qui maniait un peu les cartes et il m'avait appris 2-3 tours. J'étais contente quand j'ai réussi le truc et que personne voyait rien. Mais t'es quand même super stressée. Et j'imagine, Tout comme tu es stressé, je pense, quand tu fais du théâtre, parce que tu oui, as ton texte, tes gestes, tout ça. Enfin, tout comme exactement, chaque tout à art, hein, fait. enfin, Le stress est le même. Et je pense, alors je vais juste revenir sur un truc, c'est que j'ai vu un podcast de tes tours de magie, parce que je regarde un peu ta chaîne, hein, abonnez-vous. voilà, j'aime vraiment bien, c'est hyper intéressant, je ne les ai pas tous vus. Mhm. En tout cas, j'ai notamment vu celui dans lequel tu as interrogé Claude de Piante et qui parlait... alors, je sais qu'il y a un Donc, livre que le cabinet oui. d'illusion a sorti. Alors, c'est pas le Caméléon qui l'a sorti, en tout cas, on le propose sur Ah la oui, c'est boutique, vrai, mais c'est pardon, édité par Claude de Piante, c'est ça. c'est la compagnie du Scarabée jaune, et c'est le livre, c'est le pouvoir Oui, de la c'est narration ça, c'est magique. ça. Bon, j'aimerais bien le lire d'ailleurs, Et on parce vous que... invite à le lire parce qu'il donne énormément de contenu et allez voir la vidéo avec Claude de Piante, elle est très Ouais, chouette. ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et même moi, j'ai appris des choses et Mhm. j'étais très très contente de voir en tout cas ce podcast. Et je le rejoins dans le côté, bah, de toute façon, le livre, le pouvoir de la narration, tout est dit. Et c'est là où du coup, théâtre et magie peuvent vraiment s'englober, être partenaires et donner cette profondeur. Parce que ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que je pense sincèrement que le magicien a un vrai pouvoir narratif et qu'il pourrait vraiment capter son intention, enfin l'attention du public, que ce soit un numéro qui dure 10 minutes ou un spectacle d'1 heure et demie. Mhm. Et je trouve dommage que alors peut-être que c'est pas possible et peut-être que certains n'ont pas envie d'avoir des cours de jeu d'acteur, je peux comprendre, ou d'avoir un metteur en scène qui puisse un petit peu leur expliquer tel placement, tel positionnement dans l'espace. Moi, c'est vrai que moi qui viens du théâtre, effectivement, on nous embête assez, hein, ne serait-ce qu'avec l'articulation, comment placer sa voix, ne pas piétiner, son souffle aussi, hein, la respiration est hyper importante. Si tu mets de l'énergie dans ta voix, ne la mets pas dans tes pieds, ne la mets pas dans tes mains, parce que sinon tu perds le public. Et donc, je me dis, le magicien, devant intrinsèquement captiver son public, je pense que c'est déjà son plus grand pouvoir et sa plus grande réussite quand il capte l'attention. Eh bien, amener à ça un jeu d'acteur vraiment travaillé, là, il a tout gagné. Donc, je pense que chaque magicien, même le plus petit, a tout à gagner à prendre quelques cours de théâtre. Ou au moins, ne serait-ce qu'apprendre à respirer, apprendre à se placer, apprendre
non, pas apprendre à capter l'attention, puisque du coup, toutes ces petites choses vont faire qu'il va faire que capter ça. son public. Oui. Et justement, qu'est-ce que les magiciens qui nous écoutent ou nous regardent, parce qu'on est sur Spotify aussi, n'hésitez pas, qu'est-ce que les magiciens ils doivent chercher à apprendre précisément? C'est-à-dire que peut-être qu'ils se sentent perdus, ils ont peut-être un spectacle voilà, qu'ils ont créé, ils en sont fiers, et ils peuvent, parce que comme tu l'as dit, rien que le fait Ah oui. de l'écrire et de le jouer, déjà, ça les démarque de tous ceux qui ne le font pas, c'est déjà une sacrée victoire. Mais qu'est-ce qu'il faut, à ton avis, en priorité, à prioriser pour le coup? Je sais pas, ça peut être la diction, les placements, la respiration. Si on considère que le texte est évidemment à peu près appris et que voilà, et au niveau magie, c'est bon, et que là, ce qu'il faut, c'est plus la mise en scène. Qu'est-ce qui est l'élément principal qui pourrait vraiment, avec le moins de moyens possible, en fait, moins de moyens en ressources, Oui, j'entends. avoir un vrai impact? Pour moi, mais ce n'est que mon avis, Et c'est ce qu'on te demande, hein, t'inquiète pas, oui. c'est le travail de la voix, La voix. en priorité. Ok. Pourquoi? Alors, j'ai l'impression de parler que de moi ou que de mes expériences. À côté de ça, je suis conteuse. C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille et qui me tient à cœur. Et peut-être parce que je viens du conte, et peut-être parce que c'est quelque chose que j'adore, la conteuse ou le conteur mise vraiment essentiellement sur sa voix. Enfin, ce n'est que mon avis. Peut-être que d'autres conteurs ne le font pas. Mais c'est comme quand tu lis un livre. Moi, j'ai mon loulou. Bon, maintenant, il est ado, hein, il a 14 ans. Mais les histoires du soir, elles ont duré au moins jusqu'à ses 10 ans et demi, hein, parce qu'il adorait ça. Mais que ce soit mes neveux, que ce soit mon enfant, que ce soit les enfants n'a que de loisirs, ne serait-ce que quand j'ouvrais un livre et que je lisais, je captais leur attention parce que le travail de la voix était intrinsèquement travaillé. Enfin, je veux dire, les pauses sont importantes, l'intonation, et de manière très personnelle, et ce n'est toujours que mon point de vue, j'ai adoré apprendre à lire. Vraiment, j'ai adoré ça. Non seulement parce que j'ai une maman, pour elle, l'histoire du soir, je pense que c'était un moyen riche de créer du lien avec ses propres filles. Et donc, moi, je sais que ma mère, quand elle me racontait des histoires, elle les rendait tellement vivantes que ça m'a toujours fascinée. Et j'avais très, très envie d'apprendre à lire. À tel point que le premier métier que j'ai voulu faire, parce que ma maîtresse de CP était tellement géniale, c'était juste prof de CP pour apprendre à lire aux enfants. Parce elle était géniale. Et à partir du moment où j'ai pu lire un livre, à partir du moment où surtout je l'ai lu à haute voix, j'ai toujours voulu appuyer sur la ponctuation, faire la voix du grand méchant loup, comment parler le petit chaperon rouge. Et donc pour toi, c'est la voix le plus important, oui, peut-être dans... Donc du coup, qui dit voix, dit, en deuxième chose, un travail de la respiration. Mettre de l'énergie là où c'est vraiment important. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit, je pense que les magiciens les plus charismatiques, là, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais, je pense que vraiment, le charisme, c'est surtout leur voix. Bien plus que le physique ou le vêtement, parce que au final, tu peux venir avec l'habit que tu veux, mais la voix, c'est vraiment... C'est l'outil le plus... Pour moi, l'outil le plus magique qui soit. Et tu as des pistes ou pas à nous donner pour ceux qui voudraient justement améliorer, si on peut dire, leur voix, ou à part prendre des cours? Alors, il y a un truc vraiment très simple. Alors, peut-être j'emploie le mot simple, mais apprendre avec des pincettes, hein, surtout pour ceux qui nous regardent. Si vous aimez chanter, franchement, chantez le plus possible. Apprenez à chanter ou allez faire des cours de chant. Chantez sous votre douche, dans votre salon, tout le temps. Même pour, du coup, les gens qui veulent être en théâtre et... Au conservatoire, on avait il faut savoir, hein, au conservatoire, on a des cours de chant lyrique pour, justement, la respiration. Parce que, au final, on est, je pense, très peu à savoir que toute notre caisse de résonance, ce n'est pas que là. Enfin, je veux dire, vient vraiment de... Oui, la voix, bien sûr, c'est les cordes vocales qui vont vibrer, qui vont donner un son. Mais en fait, on a aussi ce côté très...
envie d'employer un mot, mais il est peut-être mal placé, scientifique, anatomique, voilà. Anatomiquement, la caisse de résonance, c'est vraiment la tête, on a ça, mais on a vraiment jusqu'aux abdominaux, en fait, tout ça. On fait vraiment résonner tout ça. C'est vrai que en chant, donc le lyrisme, à proprement parler, on apprend. On apprend comment monter dans les aigus, on apprend comment faire vibrer nos graves, on apprend aussi notre propre tonalité, mais ça nous oblige également à s'écouter. Alors, bien sûr, il y en a, ils vont dire « Oui, mais moi, je chante faux. » Mais non, personne ne chante faux. Par contre, ça peut être anatomiquement un problème d'oreille ou un problème orthophonique. Tout se guérit. Je veux dire un truc très bête, on garde pas. Mais par exemple, ma mère, elle adorait la chanteuse France Gall. Il faut savoir que France Gall, au début, on a refusé qu'elle chante parce qu'on disait qu'elle avait une toute petite voix. Enfin voilà, moi c'est ce que ma mère m'a raconté. Hein. Elle aime les petits, les petits potins comme ça de célébrités. Et ben France Gall, elle est allée prendre des cours de chant. Et déterminée, elle est revenue. Et en soi, c'est pas qu'elle savait pas chanter, c'est peut-être qu'elle savait simplement pas poser sa voix. Donc c'est ça que je dis en fait. C'est important de savoir respirer, poser sa voix, articuler. Et une fois qu'elle est revenue, là, en fait, on a accepté. Et c'est vrai que moi, j'ai entendu France Gall toute mon enfance. J'aime beaucoup sa voix. Elle avait une voix particulière, assez fluette, mais franchement, une très, très jolie voix. Enfin, moi, j'aimais bien, en tout cas. Et ses chansons résonnent encore. Dans ta tête. Oui. Et là, tu parlais tout à l'heure de théâtre. Oui. Tu disais que le théâtre, ça racontait des histoires, Oui. notamment. Est-ce que pour toi, c'est indispensable en magie de raconter une histoire? Ou est-ce que la magie se suffit à elle-même? C'est quoi ton avis sur la question? Parce que ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'une non-magicienne, pour le coup, dans le sens Oui. où tu ne fais pas de magie de manière professionnelle. Oui. Est-ce que pour toi, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que si tu vois juste un tour pour le tour, ça te bluffe? Ou alors est-ce qu'il te faut forcément l'écran autour? Est-ce qu'il y a forcément l'histoire à raconter pour que ça te bluffe, puisque toi qui es conteuse? Bon, alors moi je suis conteuse et en plus dans ma vie j'ai un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Alors oui, bien sûr, moi un tour que visuel ça va me bluffer forcément. Je vais pas mentir. Je pense qu'on n'est pas toujours obligé de raconter une histoire. Mais je pense que par contre, si on cumule les petits tours visuels, eh bien là, ça va être important, peut-être. Je dis peut-être, ce n'est que mon avis. Mais je pense que là, ça peut gagner en profondeur de cumuler ces petits tours en ayant justement une narration derrière, qui ait un sens. Voilà, tout simplement. Mais maintenant, effectivement, les tours visuels, je pense qu'ils sont importants et parce que, voilà, Oui, de montrer que quelque chose a été est innovant. Mais après, la personne qui va j'ai pas le mot, celui qui va le reprendre à son titre, à son nom, pardon. Oui, merci. Merci Thibaut. Celui qui va se réapproprier le petit visuel, enfin le numéro visuel qu'il a vu, eh ben j'espère qu'en tout cas, il va se le réapproprier en se racontant sa propre histoire. C'est là où c'est important. Je pense aussi, oui, et c'est vrai qu'on voit trop de copier-coller parfois d'un numéro ou d'une technique ou d'un tour sans qu'il y ait une vraie plus-value. Et là, tu parlais d'effets visuels. Est-ce que tu as des exemples ou est-ce que tu as déjà vu des effets magiques dans le théâtre, par hasard? Et si oui, lesquels? Qu'est-ce que tu en as pensé? Dans quel contexte? Dans le théâtre au sens large, hein, au sens spectacle vivant, ouais, plus. Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'était des effets magiques. Moi, en tout cas, je les ai pris comme ça. L'an dernier, j'ai pas le nom. Faut m'excuser, hein, je retiens pas forcément les metteurs en scène, les compagnies, tout ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vu une réinterprétation de Macbeth de Shakespeare l'an dernier au Cadran à Évreux. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui nous regardent et qui hésitaient aussi. Chercher, D'ailleurs, je me trompe, c'était pas le Cadran, c'était le Théâtre Legendre. Ouh là là. Donc en 2025. Oui, en 2025. Surtout qu'en plus, malheureusement, moi, j'étais pas très bien placée parce que c'est vraiment un théâtre à l'italienne, à l'ancienne. Donc j'étais du côté baignoire. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même profité du spectacle. Donc tu as quand même vu des effets, des oui, choses qui alors sont je parle de celui-là parce que là, il est vraiment très récent. Je vais pas m'étaler sur d'autres.
Et ben justement, c'était une pièce qui mélangeait des effets visuels très forts, parce qu'il fallait... Enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît Macbeth, mais en tout cas, il y a des moments où ça se passe vraiment dans la lande anglaise, où il y a du brouillard, voilà, c'est des plaines, c'est assez intense. Il y a cette femme qui va influencer son mari pour tuer le roi, pour qu'il puisse prendre... C'est ça l'histoire de Macbeth. Hein. Macbeth, il monte sur le trône parce qu'il a commis un crime. Hein. Mais il a commis un crime influencé par sa femme, qui elle-même devient folle parce que c'est elle qui a dû prendre le couteau. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et le ou la metteur en scène, qu'elle me pardonne si elle regarde des tours de magie, ou il me pardonne... Franchement, moi, j'ai vraiment vu, oui, de la magie. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait par exemple? Eh bien, par exemple, à un moment donné, alors, ils ont... il y avait un côté très... j'ai pas le terme. Très visuel, voilà. Avec des seaux. Il y avait beaucoup de seaux en métal dans cette pièce. Et ces seaux étaient récurrents. Donc, ça mélangeait vraiment théâtre d'objets. Des effets, donc moi, je dis magiques. Parce qu'à un moment donné, dans ce seau jaillit du feu. Voilà, tout simplement, on s'y attend pas. Donc pour moi, c'était magique. Oui. C'était vraiment waouh. Je me suis dit, oh là, moi, j'ai jamais vu ça. Alors après, ils avaient en fond de scène, par exemple, il faut s'imaginer qu'ici, là, c'était un écran. Donc on avait par exemple Macbeth jeune qui apparaissait. Enfin, voilà, ils ont vraiment misé très très fort, et il y avait des jeux d'ombre et de lumière qui fait que parfois il y avait uniquement des moments musicaux et ces acteurs, donc ça aussi pour moi c'était un effet magique. Tiens, d'ailleurs ça me fait penser, Thibaut, à une autre pièce que j'ai, mais bon, j'ai tendance à avoir des pensées, donc j'essaie de rester là-dessus. Bref, en tout cas les personnages apparaissaient comme en ombre chinoise un petit peu, et ça aussi c'était un peu magique. Donc ils apparaissaient dans des danses transcendantales un peu celtiques. Enfin, c'était vraiment un parti pris du metteur en scène. Et moi, j'ai vraiment aimé. J'ai vu une pièce de théâtre qui mêlait pour une fois ce que moi j'appelle art total, c'est-à-dire danse, musique, un mélange de tous chant. Les arts. Oh là là, c'était merveilleux. Et magie. Parce que même cette brume, on ne s'attend pas à ce qu'elle arrive et elle est là d'un seul coup. Enfin, voilà. Tu me parles d'art total, ça me fait quand même penser, je me vois mal ne pas en parler, à tout ce qui est magie nouvelle, où c'est un mouvement où pour le coup il n'y a pas que de la magie, il y a une grosse place à la mise en scène, le côté théâtral, parfois un peu de la danse. Tu as vu notamment On m'a trouvé Gandhi. Oui, c'était à ça. Oui. Voilà, je voulais pas m'étaler, mais du coup, en parlant de brume, d'apparition, disparition, oui, c'est... Donc, on vous invite à aller voir de Valentine Blosso, la compagnie 14-20. Un super spectacle. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ton regard, justement, de metteur en scène, comédienne, professeur de théâtre, un spectacle de magie nouvelle, pour l'intrigue, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et on vous invite à aller le voir. Donc, c'est l'histoire dans un hôpital psychiatrique, en fait. Donc, on suit la vie d'une fille, Madeleine, si j'ai la mémoire. C'est ça. Et une jeune femme. Voilà, et on comprend qu'elle a... voilà, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment un beau spectacle. Il ne faut pas y aller pour voir un spectacle de magie. Enfin, je pense qu'il ne faut pas coller trop d'étiquettes magie. C'est un spectacle. Et dedans, il y a de la magie, mais il y a aussi beaucoup de mise en scène, de théâtre. Et c'est quoi ton avis là-dessus, justement ? Justement, là, pour le coup, on est vraiment... sur ce pouvoir de la narration, mais totalement. C'est-à-dire que là, la magie est au service de la mise en scène, mais à contrario, le théâtre est au service des effets magiques. Donc on est vraiment sur quelque chose de totalement, nouveau. D'ailleurs, voilà, moi, la première fois que j'ai entendu parler de magie nouvelle, je suis allée voir tout de suite. Alors c'est vrai c'est dommage, on trouve quand même très très peu de choses. Faut bien aller fouiller sur Internet pour trouver. Oui, c'est pas majoritaire, mais c'est de plus en plus, en tout cas. Oui. C'est ce que j'ai remarqué récemment. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand même. Il faut aller voir. Donc, du coup, je me suis intéressée à Valentine Blosso, à son travail. Et donc, on m'a trouvé Gandhi. D'ailleurs, je suis allée le voir avec mon ado.
parce que je trouvais aussi important. Moi, j'ai toujours emmené au théâtre. Voilà, pour la petite histoire. Et du coup, voilà, les retours, c'est que c'est vrai. Alors, lui, hein, il a 14 ans, c'est un adolescent, il ne s'attendait pas à ça. Et c'était quoi le regard que Eh toi ben, t'as porté et le sien moi, peut-être? voilà, lui, le sien, ça a été surprenant, mais il a passé un bon moment. Parce que je pense, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, que certainement, parce que j'ai entendu légèrement d'autres retours dans la salle, certainement que pour les gens, il y allait vraiment avoir de la magie De la peut-être un magie peu au sens, classique. oui. Moi, personnellement, je m'attendais à rien. J'étais un petit peu Alice au Pays des Merveilles, je venais de découvrir quelque chose. Et moi, j'ai fait waouh, ouais, c'est ça le théâtre. C'est-à-dire qu'on peut aussi jouer avec les doubles portes, les passages dissimulés, les lévitations, enfin, c'est des trucs Ah bah mais là, oui, vraiment incroyables. tout est utilisé Ah oui, et oui. je plains les techniciens parce que, à mon avis, c'est une sacrée machine. Non, moi je Euh, l'ai. Mais Oui. c'est un super spectacle à voir, hein. C'est assez incroyable. En tout cas, moi j'ai été vraiment bluffée. Et puis en plus de ça, la magie, alors elle a aussi peut-être très bien choisi son sujet, hein, Valentine. C'est-à-dire que là on est sur l'histoire de Madeleine, comme tu l'as dit, hôpital psychiatrique. C'est une jeune femme qui marche que sur la pointe des pieds et qui dit qu'elle fait plusieurs expériences de lévitation et à la base c'est pour ça qu'elle est enfermée. Et Parce qu'elle a l'impression de s'envoler, en fait. voilà, c'est ça. Et du coup, la magie, le côté narratif, tu vois, de la magie, va vraiment servir à cette histoire. Et moi, je sais que j'en suis sortie en me disant, mais pas que. Au final, ça peut servir pour plein d'autres choses. Et je pense que, voilà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, le théâtre a besoin d'un peu plus de magie et la magie a besoin d'un peu plus de théâtralisation. C'est joliment dit. Ça aurait presque pu être le mot de la fin, mais on peut quand même continuer si tu veux. Ah, Mais même pas que par rapport à la magie nouvelle, il y a même par rapport à l'art total, il y a de plus en plus de magie mélangée au cirque aussi, pas spécialement Oui, bien magie sûr. nouvelle au sens nouvelle comme on l'entend quand on parle de magie nouvelle entre magiciens. Mais oui, il y a aussi beaucoup d'artistes de cirque qui empruntent à la magie certaines choses, notamment en jonglage et inversement, des gens en jonglage pour la magie. Je ne sais pas si tu en as vu peut-être ou pas. Parfois, Là, je préfère prendre des exemples concrets. Par contre, j'ai le titre qui me revient pas. Je vais le retrouver plus tard, je pense. À un moment donné, je vais te sortir dans l'émission. Allez. En tout cas, oui, je suis allée voir un jongleur qui est, pour la petite histoire... c'est Martin quelque chose, en tout cas le nom du jongleur. Et lui, voilà, il théâtralise, hein, il met la jonglerie au service de la théâtralité et en même temps, il y raconte sa propre histoire puisqu'il a une quarantaine d'années, il est atteint de mucoviscidose depuis qu'il est tout petit et qu'en fait, on lui a toujours dit qu'il ne pourrait ni jongler, ni être artiste de cirque. Ses parents l'ont beaucoup couvé. Enfin, on n'a pas... comment dire disons que... Alors, il me semble que sa famille, dans son histoire, il me semble quand même qu'on l'a quand même poussé. Mais il a quand même beaucoup plus de personnes qui lui disaient attention, attention. On lui donnait pas beaucoup d'espérance de vie et tout. Et là, justement, il y a vraiment une ambiance pleine d'espoir, très lourde par moments, dramatique, surtout quand il se met à courir avec un jeu de respiration. Et il jongle en même temps. Enfin, c'est fantastique. Et d'ailleurs, c'est même carrément magique, hein, parce qu'il ne fait pas tomber ses balles. C'est un truc de fou. Et je te jure, à un moment donné, il court, je ne sais pas combien de temps, à jongler comme ça. Enfin, c'est waouh. Et oui, on est presque... Là, forcément, l'effet magique, il n'y en a pas à proprement parler. non, mais tu peux trouver quelque chose de magique. Il y a une ambiance qui est très... sans que ce soit pour de la magie, effectivement. Et là, pour le coup, lui aussi, il amène dans son spectacle de la théâtralité, parce qu'il y a un jeu d'acteur qui est hyper pointu. Tu sens qu'il a travaillé. La jonglerie, mais franchement, il n'a pas à rougir. Hein, c'est un très, très bon jongleur. Et puis, même si de temps en temps, ça lui arrive de se tromper, de faire tomber une balle ou deux, ce qui est arrivé lors de la représentation, en fait, il est tellement authentique et vrai qu'il va ramasser sa balle et il continue. Et c'est... Enfin... Ouais, moi j'aime ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que je tiens aussi à souligner qu'aujourd'hui, dans le théâtre,
on cherche de plus en plus à moins être dans le... comment dire moins être dans la représentation, mais être plus dans quelque chose de vrai, même si on sait, comme tu l'as dit à l'ouverture, même si on sait que quand on va au théâtre, ou quand on va voir un film, ou quand on va voir un magicien, On sait que c'est oui, on pour sait de qu'ils faux. tiennent un rôle, bien sûr. Mais là, justement, on essaye d'aller de plus en plus vers l'authenticité, même si quelque part, il y a un petit peu de... Oui, Il y a forcément. quand même du jeu, il y a quand même du jeu. Et tu accompagnes toi-même des gens pour leur mise en scène, sur leur projet. Qu'est-ce qu'une professeure de théâtre, elle peut apporter comme regard à un magicien? Puisque avec tout ce que tu nous as dit, il y a sûrement des magiciens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui se disent, OK, il faut que j'améliore la voix, il faut que D'accord, oui. j'améliore les Oui, déplacements, ça c'est... tout ça. Par quoi je commence? Et du coup, est-ce qu'une professeure de théâtre ou un professeur de théâtre, ça peut les aider sur leur projet? Qu'est-ce que ça peut apporter comme regard? Alors, après, c'est que mon regard à moi, c'est que ma position. Je pense que ça peut leur apporter une autre dimension, dans le sens où euh, s'ils sont un petit peu perdus dans comment amener en fait un tour vers un autre, comment passer d'une étape... en Tu veux gros, dire les les transitions? transitions, oui, exactement. Parce que déjà pour une comédienne, c'est pas simple. Tu veux dire passer d'un tour à un autre, effectivement, Oui, oui. voilà. Et puis surtout quand les projets ont envie de raconter une histoire. J'imagine que un magicien qui a l'habitude de faire plein de petits numéros et qui d'un seul coup a envie que ce numéro, enfin ces petits numéros, soient un petit peu plus importants, gagnent en impact et aient un spectacle un petit peu plus grand, Construit, oui, peut-être. construit. Eh bien là, euh, alors moi je peux coacher sur le jeu d'acteur, bien sûr. Donc le jeu d'acteur, ça va être quoi? Ça va être des pistes sur notamment la voix, parce que ça c'est hyper important. Comment se placer, où mettre l'énergie. Et puis notamment, si le magicien, concrètement, il me dit, mais moi j'ai envie de jouer tel personnage. Par exemple, lui, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un d'ultra sérieux, mais lui, il a envie de jouer un personnage qui est un peu loufoque, coquin. C'est un peu le renard, pas un personnage de renard comme ça. Bon, là, forcément, ça va pas être évident s'il n'a pas, j'imagine, au moins le regard d'un professionnel qui peut lui permettre d'être cette autre personne. Mais c'est intéressant. Pour toi, c'est impossible ou c'est possible si c'est le cas se présente? Si quelqu'un est, Oui, je sais pas, timide, par exemple, dans la vie de tous les jours, et il veut faire le bout en train sur scène, ou l'inverse, ouais, il est tout à fait. tout fou dans la vie de tous les jours, et sur scène, il veut veut un être réservé. personnage. Ouais. Est-ce que c'est possible pour toi Alors, ou tu penses qu'il faut plus prôner le fait authenticité, entre guillemets, dans le sens le personnage n'est qu'un prolongement de finalement ce qu'on est, plus ou moins? tout va dépendre de ce que qu'on soit magicien, comédien, conteur, chanteur aussi. Peu importe de quelle branche artistique on est, même musicien. Je pense que déjà tout dépend du projet. Tout dépend vraiment de ce que tu veux. Maintenant, si vraiment la personne en soi veut travailler un personnage en tant que tel, là, avoir un regard extérieur, oui, il me semble que c'est vraiment très important. Moi, la première, je suis en train de travailler sur un conte, sur le conte de Podane. J'ai fait il n'y a pas très longtemps une sortie de résidence. En plus, c'était une petite résidence de 3 jours. Voilà, petit public, intime. J'ai eu vraiment tout un tas de retours qui m'ont fait chaud au cœur. Des retours en plus appréciables parce que constructifs, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Vraiment, j'ai tout pris. Ça me donne vraiment envie de travailler encore plus à fond. Et justement, le fait d'avoir eu lors de cette résidence des regards extérieurs, voilà, j'ai 2 personnes qui m'ont accompagnée, eh bien, c'était important. Parce que moi, me mettre en scène seule, je dis pas, il y a sûrement des magiciens qui aiment le faire, qui savent le faire aussi, Et pour très toi, bien. c'est Mais pour moi, c'est indispensable c'est ou non, compliqué? c'est non Ouais. négociable. Parce qu'en vrai, se mettre en scène seule, alors oui, quand j'ai, je veux
dire des choses peut-être un peu bêtes, mais quand j'étais en accueil de loisirs, me mettre en scène devant les loulous, pas de souci. En plus, c'est des loulous que je connais. Si je me plante, si... voilà, c'est pas grave. Parce qu'avec eux, on est dans le jeu continuellement, c'est pédagogique. Mais là, tu vas devoir quand même te produire face à un public. Un public Ça- qui a payé sa place pour Oui, venir te voir. non, mais c'est ça. Il paye sa place. Ce que tu dois proposer, quelque part, doit être de qualité. Que tu sois amateur ou professionnel, pour moi, il y a... Pour toi, Pour moi, la qualité est... Et pour toi, la qualité passe par le fait d'avoir un metteur ou une metteur en scène pour... En tout cas, quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un dont c'est le métier, mais en tout cas, quelqu'un qui Un s'y regard connaît extérieur, en oui, tout cas. qui s'y connaît au moins un tant soit peu, ou qui s'intéresse un petit peu à la mise en scène, ou qui est passé par là, ou peut-être qui est comédien lui-même. Mais oui, un regard extérieur est vraiment important parce que va te juger, toi, à savoir si t'as pas dit n'importe quoi, si tu t'es pas placé trop vite, si ton temps était bien respecté. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, et j'en prends aussi la responsabilité, je veux dire, Vas-y. les magiciens, ils ont tendance, enfin je m'inclus dedans, ils ont tendance à pas forcément avoir de regard extérieur, ou, enfin quelques-uns oui. On a beaucoup l'aspect technique. Il y a beaucoup de gens qui vont se regarder dans un miroir pour faire leur technique, pour les apprendre, ou se filmer pour regarder si leurs passes elles sont bonnes. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est jeu d'acteur et tout, on a moins ce réflexe de, par exemple, se filmer et de regarder le rush et de se dire ah oui, alors là j'ai dit ça, c'était pas bien, je me suis placé comme ça, etc. Et c'est vrai qu'avoir un metteur en scène, ça pourrait complètement changer la donne et apporter une vraie plus-value au spectacle. D'ailleurs, toi, tu es professeur de théâtre, etc., et comédienne, et tu as aussi ta propre compagnie. Oui. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la compagnie, des cours que tu fais? Alors, Parce que tu fais des cours de théâtre, du coup. oui, Vous en oui, parlez cours. très rapidement. Oui, cours de théâtre. Là, avec à la compagnie, c'est surtout des cours enfants ou intergénérationnels, en passant par des stages. Et dedans, je fais un petit peu tout. Je suis vraiment la directrice artistique de la compagnie, donc Compagnie du Phénix. Compagnie Voilà. Phoenix, on vous invite à aller là-dessus. En Normandie, parce qu'il existe un théâtre du Phénix. Alors, je sais plus, il me semble que c'est du côté de Nantes, mais je me trompe sûrement de ville parce que voilà, Ouais. j'ai une petite, j'ai pas Donc toujours. en Normandie, la compagnie du Phénix. Voilà. Et Mais tu fais aussi tout ce qui est mise en scène et tout par visio, même si c'est mieux de se déplacer, tu peux aussi faire on va dire, du consulting pour les gens que ça pourrait intéresser oui. en visioconférence et après pourquoi pas se déplacer. C'est ça. Et donc oui, en Normandie. En tout cas, pour la compagnie du Phénix, l'idée c'est vraiment de développer un maximum des petits événements, comme par exemple faire. Alors ça reste une petite association, donc on est sur des événements pour les adhérents, mais qu'on ouvre depuis l'an dernier au public. C'est bien parce que du coup il y a des gens qui viennent, ça c'est cool. Là, ne serait-ce que le conte de Podane, là la sortie de résidence c'était au nom de la compagnie du Phénix, et franchement ça s'est très 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 bien passé. Voilà, on essaie de faire un petit peu plus d'événements. D'ailleurs cette année ça va être les 15 ans de la compagnie du Phénix. Pour la petite histoire, c'est une compagnie que j'ai montée avec un ami sur Amiens, et je pense qu'elle se serait pas montée cette compagnie s'il n'était pas venu me voir. Avec un petit projet, enfin voilà, on était étudiants, et lui, il voulait juste une présidence, mais il voulait aussi un regard extérieur. Et comme on était tous les deux élèves du conservatoire et qu'on souvent on travaillait en duo, on avait bien sympathisé. Donc ok, et voilà, on a monté cette compagnie, on était 3-4. Bref, voilà, ça a commencé comme ça, et ça commence très souvent comme ça. Oui, avec le cercle familial, le père qui est trésorier. Enfin oui, c'est Exactement. Et puis, en fin de compte, de fil en aiguille, forcément, chacun a fait sa vie. Il y en a qui ont eu des enfants, d'autres. Moi, je sais que notamment ce pote-là dont je parle, maintenant, il vit dans le sud. Enfin voilà. Après, ça c'est un petit peu, ça a un peu vivoté de partout. Mais la compagnie reste là, et toi, tu proposes toujours des choses. Oui, parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est important, mais ne serait-ce que déjà le nom. Je sais que c'est moi qui ai apporté ce nom, le Phénix. Alors c'est un personnage, enfin c'est un animal chimérique que
que j'aime énormément parce Qui renaît que de ses cendres. exactement, c'est l'histoire d'une boucle. Et puis c'est aussi que je désirais que cette compagnie soit un art total, hein, vraiment. Il y a ce côté aussi magique début, derrière cet animal fantastique. Voilà, dès le début c'était ça. Et l'idée c'était que chacun puisse être à la fois comédien, metteur en scène, pourquoi pas le régisseur et ainsi de suite. C'était que chaque personne puisse aussi avoir un roulement et puis mettre leurs compétences pluridisciplinaires dans chaque projet. On n'était pas tous obligés, enfin, nous, ça nous faisait rêver. On avait quoi Bon, moi, j'étais la plus âgée parce que j'avoue, j'ai commencé le conservatoire, j'avais déjà plus de 25 ans. Mais voilà, Alex, il avait à peine 20 ans. Voilà, tout jeune petit fou, là, c'était marrant. Mais bon, j'ai toujours eu un regard un peu enfant. Enfin, je pense que mon enfant intérieur est toujours là. J'espère qu'il sera... C'est bien, il faut le conserver. J'espère qu'il sera toujours là. En tout cas, voilà, on avec toute notre jeunesse, là, c'était vraiment chouette. Et puis, bah oui, moi, je l'ai remise en Normandie, du coup, parce que j'habite... Enfin, voilà, je suis retournée de là d'où je viens depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant. Donc elle est bien réinstallée là-bas en Normandie. Et du coup, bah, c'est vrai que là, je la prends un peu à bras-le-corps. Et c'est moi qui monte un petit peu tout, qui tient la barque, quoi, qui la tient encore. Félicitations. Et non, pour ça, ce que tu fais. ça se passe bien. Bravo pour ce que tu fais. Bah, on mettra tous les liens en description pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par la compagnie du Phénix et par ce que tu proposes, par tout ce qui est coaching, etc. Ça peut peut-être donner des idées aux gens de trouver un metteur en scène pour leur spectacle et leur numéro. Alors justement, je reviens là-dessus. Du coup, pour le coaching et tout ça, parce que tu parlais tout à l'heure de visio, choses comme ça. Tu parlais de visio. Oui. En tout cas, oui, ce que je propose, c'est par exemple, si quelqu'un est intéressé pour du consulting, oui, il y a possibilité au début d'avoir un rendez-vous d'abord en visio parce que moi, j'aime bien savoir ce que la personne, déjà, qu'est-ce qu'elle a comme projet. Qu'est-ce qu'elle a, si éventuellement elle a des références à me donner pour que j'aille chercher un petit peu. Parce que notamment, tout à l'heure, je parlais de magie nouvelle, mais en fait, je ne connaissais pas. Et quand on m'avait contacté, eh bien, voilà, on m'en a parlé, donc je suis allée chercher, j'ai fait ma curieuse. Mais du coup, c'était chouette, c'était important pour que je puisse aussi amener un élan dans ce projet. Et puis après, oui, forcément, on passe par le présentiel, c'est obligatoire parce que la mise en scène, non, c'est pas possible. Je vais pas en visio mettre en scène et puis, enfin... Ça semble compliqué, oui. C'est ça. Alors après, je dis quand même, je mets pas en scène tout, hein, c'est pas ça. Non, moi, tu aides pour... Oui, moi je me vois plus comme un guide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle a son projet que je respecte. Elle a une envie de mise en scène que je vais respecter aussi. Elle a son envie de personnage. Maintenant, c'est plus aller chercher là où on pourrait améliorer, voilà, oui, je vais dire ça, améliorer ou pointer un petit peu ce qui peut pêcher dans le spectacle ou dans le numéro et aller chercher notamment une nouvelle dynamique, comment poser sa voix, voilà, je reviens sur le poser sa voix, voilà, des petites choses, c'est vraiment un guide, parce que je tiens vraiment à acter le fait que je respecte. Je ne vais pas obliger la personne à changer totalement de mise en scène. Non, c'est un chemin à parcourir. C'est un chemin qu'on construit ensemble. Voilà. Il y a la personne qui doit faire peut-être des concessions pour améliorer son spectacle et toi qui dois aussi faire des concessions pour pas trop tout lui chambouler. Et d'ailleurs, c'est très dur. C'est très dur parce que... des deux côtés, je pense. Hein. Oui. Mais c'est vrai que... Enfin, c'est dur parce qu'il faut rester objectif. Dans le sens où c'est pas ton projet. C'est vrai. Et je suis quelqu'un qui souvent prend très à cœur les projets des autres. Donc c'est essayer, c'est trouver le juste milieu, de ne pas s'immiscer complètement dans le projet, parce que c'est pas ton bébé, c'est son bébé. Donc voilà, il y a aussi cette prise de recul à avoir.